Bonsoir à tous, merci de votre fidélité. Bienvenue dans votre émission Dites-moi tout, docteur. La poliomyélite fait des ravages dans le monde depuis un demi-siècle. Une maladie très contagieuse provoquée par poliovirus qui envahit le système nerveux et qui entraîne des dommages irréversibles. Aujourd'hui, la polio est évitable et traitable grâce au vaccin anti-poliomyélite, touchant ainsi des enfants de 0 à 5 ans. Comité national de programme élargi de vaccination organise du 3 au 6 juin une campagne de vaccination contre la pandémie. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Dr Moustapha Dabo, coordonnateur national du programme élargi de vaccination PEV, Dr Romuald Ebeng, consultant international Organisation mondiale de la santé OMS, Dr Rose Kiko, spécialiste immunisation UNICEF, sont donc nos invités respectifs pour nous parler de cette campagne contre la polio. Mesdames et messieurs, pour en savoir davantage, restez avec nous. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Retour sur le plateau de Dites-moi tout, docteur. 55 minutes pour parler de notre thème du jour. Stopper la poliomyélite en Guinée. C'est donc le thème du jour que nous allons développer avec des spécialistes. 4 jours consécutifs consacrés à la journée de vaccination contre la poliomyélite dans certains districts sanitaires en Guinée. Docteur Dabo, la première question s'adresse à vous. Vous pouvez nous en dire davantage? C'est une occasion énorme pour nous, chaque fois qu'on a besoin de transmettre les messages, de communiquer, d'avoir justement cette opportunité d'être sur le plateau de la RTG. Et avant de répondre à votre question, je voudrais justement parler du programme élargi de vaccination. C'est un programme qui a plus de 30 ans maintenant, qui a été créé à la fin des années 80, vers 87-88. Suite à ce qu'on a appelé les soins de santé primaires avec l'initiative de Bamako. Et le programme a été mis en place pour faire face à un certain nombre de problématiques, notamment de contribuer au sein du ministère de la Santé à réduire la morbidité et la mortalité chez les enfants dues aux maladies qui sont évitables par la vaccination. Je voudrais dire que les hommes et les femmes ont travaillé ardemment pour créer ce programme et c'est l'occasion pour moi de les saluer. Certainement, il y a parmi eux beaucoup qui nous regardent en ce moment. Donc, je voudrais les saluer leur effort qui a permis de mettre en place ce programme. Et malheureusement, il y a d'autres qui nous ont quittés. Donc, je voudrais saluer leur mémoire et implorer la grâce de Dieu pour que leur âme repose en paix. Amen. Et que Dieu leur accorde le paradis. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Parce que quand on parle du programme élargi de vaccination, ce n'est pas tout de suite. C'est depuis au moins 30 ans de travail. Et comme je disais, il y a beaucoup de maladies qui sont évitables par la vaccination, face auxquelles maladies nous apportons notre contribution en termes de vaccination, d'immunisation. Et ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est de parler de la poliomyélite. Et la Guinée, à l'instar des autres pays, est engagée dans ce processus depuis 30 ans, avec ce qu'on appelle l'initiative mondiale d'éradication de la polio, où il y a plusieurs partenaires qui accompagnent justement les États. Il y a eu beaucoup de progrès, c'est vrai, mais tant qu'il y a un cas qui existe quelque part à travers le monde, je pense qu'on n'aura pas complètement éradiqué, on ne serait pas justement débarrassé de cette maladie. C'est pourquoi, de façon périodique, en plus de ce qu'on est en train de faire comme vaccination de tous les jours, qu'on appelle la vaccination de routine ou la vaccination systématique, nous organisons des campagnes de vaccination pour booster justement cette immunité, pour nous permettre de rattraper tous les enfants qui ont échappé d'une manière à une autre justement à cette vaccination. C'est pourquoi nous organisons périodiquement les campagnes de vaccination. Alors, vous dites que vous organisez périodiquement des campagnes de sensibilisation. Moi, je m'adresse à Dr Ebeng, qui est le représentant de l'OMS au sein de la structure PEV. Et aujourd'hui, nous parlons spécifiquement de la poliomyélite avec ce paquet que vous avez, d'autres maladies d'ailleurs, que vous avez. Pourquoi spécialement la poliomyélite? Ok, merci. Je vous remercie de nous avoir invités et de participer à l'éradication de la poliomyélite en Guinée en tant que communicateur. Parce que vous savez, la poliomyélite est l'une des maladies qui
qui porte beaucoup d'intérêt pour les partenaires, parce que c'est une maladie invalidante. Lorsque l'enfant l'a, cet enfant, la maladie, la paralysie est irréversible. Cet enfant, un enfant qui est invalide, nous tous nous connaissons ses conséquences. Alors que nous pouvons prévenir cette maladie. Nous pouvons prévenir cette maladie avec le vaccin polio oral, qui est donné gratuitement aux malades, aux enfants de 0 à 5 ans, que ce soit en routine ou pendant les campagnes. Cette gratuité est au niveau du malade, mais le gouvernement achète ces vaccins. Le gouvernement de la Guinée, avec ses partenaires, achète ces vaccins auprès des fournisseurs. Donc la poliomyélite, c'est une maladie qui de par le fait de sa haute transmissibilité dans la communauté, fait de cette maladie une maladie qui attire vraiment l'importance de tout personnel médical, quelle que soit votre spécialité. Les mamans sont concernées, les médecins sont concernés, la communication est concernée, les leaders sont concernés, les administrateurs sont concernés, les communicateurs comme vous êtes concernés. Donc c'est une maladie qui demande l'implication de tout le monde. Je vous remercie. Cette maladie, docteur Dabo, vous l'avez dit, est observée sur les enfants de 5 ans, de moins de 5 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, comme nous sommes en campagne, est-ce qu'on peut faire l'état des lieux de cette pandémie? Bon, comme je disais, il y a quelques années, on enregistrait beaucoup de cas de poliomyélite, bien sûr. Mais à date, à cause de tout ce qu'on est en train de faire comme campagne, comme renforcement de la vaccination, aujourd'hui, les cas ont complètement diminué. C'est vrai, il reste quelques cas que nous avons notifiés au courant de cette année, mais il y a eu beaucoup de progrès, justement, grâce à la vaccination, grâce à l'accompagnement de tout le monde, des médias, grâce à l'accompagnement des parents, des gardiens d'enfants, de la communauté, de tout le monde. C'est vrai, on n'a pas fini complètement, mais oui, il faut noter qu'il y a eu beaucoup de progrès. Il y a 5 ans, 10 ans en arrière, on avait énormément de cas de polio à toutes les formes. Mais comme vous le savez, il y a certaines formes qui sont complètement éradiquées, mais par contre, il existe d'autres pour lesquelles nous sommes en train d'organiser cette campagne de vaccination. En termes de préparation concernant l'état des lieux, rassurez-vous qu'aujourd'hui, toutes les dispositions sont prises par le gouvernement, par les partenaires, l'OMS, l'UNICEF et d'autres partenaires qui nous accompagnent pour que cette campagne qui est planifiée à partir du 3 juin soit une réussite totale. On a parlé de vaccins tout à l'heure. Tous les vaccins, tous les intrants sont disponibles au niveau du programme élargi de vaccination. Le financement est complètement bouclé. Et tout ce qui est documentation technique, tout existe aujourd'hui. Nous attendons justement la date pour lancer cette campagne. Docteur, vous avez dit dans votre communication tout à l'heure, quelques cas sont observés quelque part. Est-ce que l'on peut savoir où ces cas sont observés et les formes les plus sévères, par exemple, que vous n'arrivez pas à maîtriser totalement, à circonscrire totalement? Est-ce que l'on peut le savoir? C'est à quel niveau ou dans quelles sont ces régions? Ce qu'il faut noter sur le plan épidémiologique, un cas de poliomyélite dans un pays est déjà une épidémie. Un seul cas dans un pays, peu importe si le cas se trouve au nord, au sud, etc. etc. Un seul cas déjà doit nous interpeller et doit nous amener à mettre en marche toute notre batterie justement d'intervention, d'organisation de la campagne, mais aussi de renforcement de la surveillance de cette maladie, la surveillance de toutes ses formes, parce que nous avons aussi une forme de surveillance qu'on appelle la surveillance environnementale pour rechercher les cas de poliomyélite justement dans l'environnement, dans les eaux usées, etc., dans les latrines, etc., etc. Donc tout ça, ça se fait. Mais ce qu'il faut noter aussi, on a constaté en termes de cartographie que les localités où l'immunité est très très faible, on a identifié des cas de poliomyélite dans ces localités-là, mais aussi des localités où il y a un mouvement, une promiscuité renforcée, où il y a
mouvements de population, notamment dans les zones beaucoup de minières, concentration, dans les zones minières où les enfants bougent entre les zones minières, etc., où c'est difficile d'attraper ces enfants, et notamment dans la région de Kankan, dans la région de Kankan. Vous savez, il y a des zones minières à ce niveau, il y a la population qui bouge et ce n'est pas facile d'attraper tous ces enfants qui sont dans ces mines. Mais aussi, il y a des populations qui traversent les frontières. Comme vous savez, cette zone est limitrophe à d'autres pays, à d'autres républiques qui sont voisines à la Guinée. Et voilà des localités comme ça où nous enregistrons souvent, malheureusement, des cas de poliomyélite. Mais comme j'ai dit à l'entame de mes propos, un seul cas est suffisant pour lancer déclarer une et pandémie. Vacciner souvent dans ces localités. Mais aussi, nous avons ce qu'on appelle une analyse de risque. Nous analysons les risques liés à la qualité de la surveillance, les risques liés au déplacement de la population, à la densité de la population justement, mais aussi des risques qui sont liés à la couverture vaccinale, mais d'autres considérations nous faisons, et ce qui nous permet d'identifier justement les localités dans lesquelles on va organiser les campagnes. Ce n'est pas seulement la région de Kankan, mais il y a d'autres régions aussi qui ont enregistré des cas de poliomyélite, même à Conakry ici, en forêt, mais aussi en Moyenne-Guinée, on a enregistré des cas de poliomyélite. Mais c'est surtout la région de Kankan. Chaque campagne de vaccination, UNICEF, les membres UNICEF est à votre côté, à côté du programme élargi. Docteur Kiko, spécialiste immunisation UNICEF, quelle lecture faites-vous par rapport à ce cas de polio? Merci beaucoup, madame. Pour commencer, au nom de notre représentant de l'UNICEF et des partenaires de l'initiative de l'éradication de la poliomyélite, nous remercions le gouvernement guinéen à travers le programme élargi de vaccination qui nous a invités à participer à ce forum très important pour nous effectivement et qui permet de porter plus haut les messages clés dans le cadre effectivement de l'éradication de la poliomyélite en Guinée. Notre lecture, vraiment la lecture est positive, comme disait le coordonnateur du PEV. La poliomyélite a été déclarée officiellement en Guinée depuis le 7 août 2020 par le ministre de la Santé, une déclaration officielle avec un début de 8 cas de poliomyélite. En fin 2020, on est arrivé à 43 cas et en 2021, nous sommes à 6 cas. Et comme disait Dr Dabo, on a 5 cas de poliomyélite détectés chez les enfants et un cas de poliomyélite détecté dans l'environnement. Donc si on compare effectivement ces périodes avec les efforts de vaccination qui ont été mis en place par tout le monde, on voit qu'il y a un effort de réduction des cas. Drastique. Et ça, effectivement, ça prouve l'importance de la vaccination, l'importance de l'information, l'importance de l'adhésion de tout le monde à la lutte contre la poliomyélite. Le deuxième aspect qui est très important pour nous, comme disait Romuald tout à l'heure, c'est l'adhésion et l'appropriation de la communauté à la lutte contre la poliomyélite. C'est un point très important. Nous, les personnels de santé, nous, les acteurs de la santé, on peut travailler, on peut soigner, mais si on n'a pas l'adhésion de la communauté, je ne crois pas qu'on puisse réussir. Et donc, depuis des années, avec l'appui de tous les partenaires en accord avec le gouvernement, nous appuyons effectivement les actions de mobilisation sociale. Nous appuyons les actions qui visent vraiment la conservation du vaccin dans les bonnes conditions, conformément aux normes et aux guidelines, à l'alignement du pays, mais aussi aux normes internationales, pour s'assurer que ce vaccin qui est administré à l'enfant en 2 gouttes seulement, qui protège le soi dans les conditions requises pour permettre à cet enfant de ne plus développer la polio. Et donc ça, c'est un aspect très important en termes de communication. On a impliqué effectivement les médias. C'est pour ça que nous sommes là d'ailleurs, pour que vous soyez nos porte-parole auprès des parents, les informer effectivement du début effectif de la vaccination à partir du 3 juin. Mais le deuxième aspect, c'est cette communication porte à porte. On a du personnel en fait, qui sont dans la communauté, qui passent de porte à porte pour informer, communiquer avec les parents sur l'importance de cette vaccination. Et c'est là notre force.
Nous, on est en appui, mais on a des acteurs au niveau de la communauté qui sont vraiment des Guinéens, qui travaillent à côté des parents, qui connaissent les parents, dont les autorités sanitaires dans chaque secteur, dans chaque quartier, qui informent les parents de l'importance de cette vaccination-là. On a impliqué aussi les leaders et les tradithérapeutes, effectivement, comme vous le savez, lorsqu'un enfant est paralysé, les premiers gestes du parent, c'est de dire, ok, c'est une maladie que le personnel de soins ne peuvent pas traiter, mais je vais voir un tradithérapeute, peut-être là, je vais trouver les moyens de me faire, de soigner mon enfant. Donc c'est là où on les prend aussi comme des acteurs. Comme on l'a dit, même si je vais chez les tradithérapeutes ou chez l'acteur sans vaccination, je ne peux pas réussir à soigner cet enfant. Et c'est là où on les implique pour les informer aussi de l'importance de la vaccination pour que tout le monde adhère à la même lutte contre la poliomyélite. Et adhérer à la même lutte contre la poliomyélite, c'est le combat de tous. Et la raison pour laquelle ce message autour de cette table, dans votre communication, docteur Nkiko, vous avez dit en 2020 une déclaration des ministres par rapport aux différents cas de polio de 5 à 40 et quelques cas. Et aujourd'hui, nous sommes à 5 cas, de 6 à 40 cas. Qu'est-ce qui s'est exactement passé? Très bien. En 2020, je crois que le coordonnateur du peuple l'a si bien dit, hein, on a commencé l'épidémie dans la région des Kanka. Et c'est la région en fait, qui nous rapporte la plupart des cas de poliomyélite. Et donc, lorsque l'épidémie a été déclarée, dans les 3 semaines, on était à même d'organiser une campagne de vaccination localisée dans la région des Kanka et les régions autour des Kanka. Ça, c'était déjà une force. On a fait 2 passages de vaccination en administrant seulement 2 gouttes, mais aussi avec des messages forts qui demandaient aux parents de venir au service de vaccination parce qu'effectivement, on le dit bien, la campagne, c'est une dose supplémentaire qu'on donne à l'enfant, mais la vaccination de routine de chaque jour, c'est une stratégie socle de la lutte contre la poliomyélite. Et donc, on a couplé à ces campagnes un message très fort pour demander aux parents de poursuivre leur calendrier vaccinal de routine pour permettre à cet enfant, effectivement, de sortir de 11 mois avec une large gamme de vaccinations contre la polio. Et avant que l'enfant n'atteigne 11 mois, on lui donne effectivement 4 gouttes de polio. Il y a une goutte qui se donne à la naissance, il y a une goutte qui se donne à 6 semaines, il y a une goutte qui se donne à 10 semaines et il y a une goutte qui se donne à 14 semaines. Donc ces messages sont très importants pour que les parents comprennent pourquoi on revient chaque fois. Je pense que c'est extrêmement important. Et je disais tout à l'heure qu'on a fait beaucoup de progrès. C'est vrai, on est passé d'une quarantaine de 6 à 40 et jusqu'à aujourd'hui, on est autour de 50. Ça peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Plusieurs facteurs. Et des facteurs qui peuvent être liés au ménage, qui peuvent être liés au système lui-même, qui peuvent être liés à l'offre de services. À l'apparition de certaines maladies aussi, mais comme surtout, corona. Le docteur Rose l'a dit tout à l'heure, la préoccupation des malades. Vous savez, la vaccination, c'est du préventif. L'enfant apparemment n'est pas malade. Donc pour les parents, la préoccupation, ce n'est vraiment pas ça. Si l'enfant fait la fièvre tout à l'heure, l'enfant vomit, l'enfant fait la diarrhée, etc., les parents s'empressent pour aller trouver les soins. Mais nous vaccinons pour prévenir justement la survenue de la maladie. Peut-être la préoccupation des parents est ailleurs. Donc c'était à nous de renforcer la communication à tous les niveaux, avec les leaders d'opinion, les tradithérapeutes, Dr Rose l'a évoqué tout à l'heure, les leaders religieux, la jeunesse, les groupements de femmes, etc. etc. Je pense que c'est extrêmement important d'avoir ce passage-là. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, peut-être on a renforcé aussi la surveillance. On a cherché davantage, et si on a cherché davantage, peut-être ça peut nous permettre aussi de faire la notification des cas. L'autre élément, on a vu dans une localité où les parents n'avaient pas suffisamment d'informations et où les parents ont témoigné, parce qu'on a vu un enfant atteindre la poliomyélite justement, complètement paralysé dans la zone minière. Et le premier réflexe des parents, c'est que si on a ça, on a pensé que c'est autre chose. Le premier réflexe, c'est d'aller trouver un tradithérapeute. Quand on fait ce parcours comme ça à la recherche de soins, on se rend compte que ce n'est pas ça, et puis on retourne à l'hôpital. Donc il y a le niveau d'information justement des parents. Et lorsque ça arrive comme ça, après il y a beaucoup de sensibilisation, il y a beaucoup d'intervention auprès de ces ménages, les gens se rendent compte et on fait des témoignages et on essaye d'utiliser justement ces témoignages pour sensibiliser d'autres. Parce qu'on a dit tout à l'heure, la paralysie, elle est irréversible. Lorsqu'elle s'installe, elle est vraiment irréversible. Donc c'est à nous, à tous les niveaux, que ce soit les parents, que ce soit les professionnels de la santé, que ce soit les autorités administratives, les élus locaux, que tout le monde comprenne la nécessité justement pour dire oui, la poliomyélite, elle est dangereuse, oui, elle est chez nous, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut la prévenir. Et pour la prévenir, justement, c'est à travers
ces gouttes de vaccin qu'on administre justement aux enfants pour renforcer leur système immunitaire, pour que ces enfants soient complètement épargnés de cette terrible maladie qu'est la poliomyélite. Docteur Ibeng, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a parlé, il y a un moment, de la méningite. Aujourd'hui, c'est la poliomyélite. L'ampleur de la problématique en tant que représentant de l'OMS en Guinée. Merci. La problématique de la poliomyélite, elle n'est pas seulement un problème guinéen. La problématique, elle est mondiale. Elle est mondiale, elle est au niveau sous-régional, au niveau régional et au niveau mondial. C'est pour cela que nous organisons des campagnes synchronisées entre les pays. C'est-à-dire que justement, pour minimiser les mouvements des parents, pour qu'un enfant, par exemple, qui est ici en Guinée, il peut quitter et aller au Mali, il peut quitter et aller au Burkina, il peut quitter et aller en Côte d'Ivoire, il peut quitter... Et quand il marche avec le virus. Et quand il marche avec le virus, il peut le transmettre, le même virus, dans un autre pays. Et nous avons des systèmes de laboratoire qui nous permettent de reconnaître par le type génétique de virus qui a quitté tel pays pour aller à tel autre pays, qui a quitté tel autre pays, qui a à tel autre pays. Donc il circule comme si c'était, vous voyez comment tel virus qu'on a retrouvé ici, c'est le virus parental qu'on le retrouve en Guinée, en Côte d'Ivoire, etc. Donc nous avons tous ces systèmes-là avec nos laboratoires sophistiqués qui nous permettent de voir cela. Donc le problème de la lutte, c'est une lutte mondiale, mais une lutte mondiale qui se désagrège dans chaque pays, désagrège de chaque pays dans les régions, dans les districts, dans les centres de santé et dans la communauté. Donc, vous allez vous rendre compte que nous avons aussi bien les leaders, les leaders de la santé du pays et les partenaires qui sont en Guinée, qui sont dans tous les districts de la Guinée, dans toutes les préfectures de la Guinée, toutes les communes de la Guinée. Ils sont là, ils travaillent, ils vont sensibiliser les gens, ils vont faire la surveillance. La surveillance, c'est quoi? C'est de rechercher parmi les enfants de 0 à 5 ans, les enfants qui présentent des signes qui peuvent nous faire suspecter la poliomyélite, la paralysie flasque aiguë, c'est cela. En plus, avec d'autres maladies, comme le coordinateur l'a si bien dit, donc nous travaillons, le pays a des gens qui travaillent. Aussi bien le personnel au niveau national que le personnel de l'UNICEF, que le personnel de Bill Gates, le personnel de l'OMS, ils sont dans la communauté, ils travaillent. Notre présence ici se justifie très bien parce que nous préparons une campagne. Nous invitons les parents, les gardes malades, les élites, les élites locaux à faciliter la communication, à accepter l'efficacité de nos interventions, à accepter nos vaccins, à croire en nos vaccins. Parce que si les enfants ne sont pas suffisamment immunisés, alors vous allez vous rendre compte que le virus va circuler. Mais si nous avons une proportion d'enfants qui est suffisamment vaccinée, le virus ne peut plus passer d'un enfant à un autre. Quand il va vouloir passer d'un enfant à un autre, il va trouver que cet enfant est immunisé. Il est vacciné. Il va vouloir passer d'un autre, il est immunisé. C'est ce qu'on appelle l'immunité collective. Et c'est ce que nous recherchons. Les campagnes de vaccination, de programmes de routine, c'est mis en place. Et ça nous avons rendu compte que cela a quelques limites. La limite, c'est quoi? C'est que certains centres de santé peuvent être un peu éloignés. Souvent, nous pouvons avoir les vaccins qui retardent d'arriver au niveau du site, etc., etc. C'est pour ça que la coordination du programme élargi de vaccination, sous le leadership du docteur Dabo, on organise des campagnes
pour booster l'immunité des enfants. C'est-à-dire, on descend dans la communauté, tous les enfants de 0 à 5 ans, on les vaccine. Que vous soyez vacciné par la vaccination de routine ou que vous n'ayez pas été vacciné, Vous reprenez le vaccin. vous reprenez le vaccin. Plus vous prenez le vaccin, Plus vous êtes vous devenez immunisé. fort. S'il vous plaît, les parents, avant les enfants, que les parents croyaient qu'ils les aimaient et ils disaient nous ne voulons pas que vous preniez le vaccin parce que nous croyons que le vaccin c'est mauvais, etc. Ces enfants sont paralysés. Tout à fait. Les enfants sont paralysés. Et nous les voyons tous les jours. Tous les jours. Qui fait du bien. Quand vous croyez, certainement par ignorance, que je protège mon enfant, je ne veux pas qu'il prenne le vaccin là parce que je l'aime beaucoup. Et après, d'autres enfants seront protégés, vous ne serez pas protégés. Et demain, vous aurez un enfant paralysé qui commence. Nous avons les images. Tous les jours, nous avons les images qui viennent de tous les pays. Parce que moi, je suis au niveau régional et sous-régional. Nous avons des rapports. Nous avons tout ce qui se passe en Afrique subsaharienne. Donc, s'il vous plaît, nous profitons de l'opportunité que la RTG nous a donnée aujourd'hui pour inviter les parents, les responsables des enfants à accepter que leurs enfants prennent les gouttes de vaccin que nos équipes viendront de porte à porte pour donner à leurs enfants. Quelquefois, vous allez rencontrer des gens qui ont une petite sacoche. Hein, vous voyez, ne les méprisez pas, ouvrez la barrière, discutez avec eux. Vous comprenez? Derrière ces gens qui ont la sacoche, il y a un superviseur de district, il y a un superviseur régional, il y a un superviseur national. Hein? Ne les méprisez pas. Permettez-les d'entrer, donnez-leur le vaccin. Ce vaccin est sûr, ce vaccin est bien conservé. La chaîne de froid, ce que nous appelons la chaîne de froid, nous assurons que les vaccins sont de bonne qualité depuis le fabricant jusqu'à ce qu'on lui donne cet enfant à l'enfant. Nous avons des systèmes qu'on appelle les pastilles de contrôle du vaccin. C'est-à-dire que dès que le vaccin a une petite modification, le vaccinateur a été formé et nous prenons 7 jours, et nous recyclons les centres de formation pour que le personnel qui vient soit suffisamment formé pour pouvoir donner le vaccin. S'il vous plaît, les parents, nous vous invitons. Cette chaîne, docteur, s'étend de Conakry jusqu'à la dernière région de la République. Oui, puisque nous avons... La conservation des vaccins. Oui, nous avons cette fois-ci, nous avons divisé le pays en 2 blocs. La Guinée, nous avons divisé en 2 blocs. Il y a le bloc 1 et il y a le bloc 2. Le bloc 1 a déjà fait ses 2 tours, qui avait 18 districts. Le bloc 2 a 20 districts. Il a déjà fait un premier tour, nous sommes en train de faire le deuxième tour. Pourquoi est-ce que nous faisons 2 tours? C'est parce qu'au premier tour, certains enfants peuvent ne pas avoir eu le vaccin, et au deuxième tour, on les rattrape. Vous comprenez? Donc, nous sommes maintenant au deuxième tour du deuxième bloc, qui contient les 20 districts, contient 4 régions, je crois, il y a Conakry, Boké, Labé, Mamou et Kindia. Vous voyez? Les régions concernées? Les régions concernées pour ce tour. Le deuxième bloc. Pour le deuxième bloc. Le deuxième bloc de 3 au 6. Voilà. Il y a 5 régions, docteur. Il y a Conakry, il y a Mamou, il y a Labé, il y a Kindia et il y a Boké. Okay. Donc, pour les parents qui sont dans ces 5 régions, admettez que les vaccinateurs vaccinent vos enfants. Et pendant la vaccination, la surveillance est couplée à la vaccination. Vous comprenez? Les mesures de surveillance sont couplées à la vaccination. Donc, c'est des actions. Vous voyez, nous sommes ici, présents ici, c'est également pour prouver que ce n'est pas seulement en Guinée. Vous comprenez? Si c'était seulement en Guinée, je ne serais pas ici. D'autres qui ne seraient pas ici. Donc, c'est pour montrer que... Et nous avons des Guinéens qui sont dans d'autres pays. Vous voyez, d'autres pays, ils sont aussi dans d'autres pays, etc. Donc, c'est un problème vraiment mondial. Ouais, c'est un problème mondial, c'est un problème qui n'est pas spécifique à la Guinée. Et puis, le coordinateur l'a dit, vraiment, nous faisons beaucoup d'efforts et nous encourageons les parents à nous assister
en participant pour éradiquer la pour poliomyélite. éradiquer la poliomyélite. Docteur, vous avez envie de rajouter? Oui, je voudrais dire que sur le plan opérationnel, on a mis en place un dispositif pour assurer tout le monde, pour s'assurer justement de la qualité requise que cette campagne aura. Au niveau central, déjà, nous avons un comité, nous avons une cellule, même une cellule nationale de riposte, justement de coordination de la riposte contre la poliomyélite. Et cette cellule a été mise en place depuis au moins 4 ans par un arrêté du ministre de la Santé. Et de façon hebdomadaire, on se retrouve pour faire le point de ce qui est en train de se passer en termes de préparatifs avec les régions concernées. On a rappelé tout à l'heure, on a divisé le pays en 2 blocs pour qu'il y ait beaucoup plus d'efficacité, pour qu'il y ait un suivi rapproché. Mais aussi au niveau régional, il y a autour des directeurs régionaux de la santé, il y a aussi des comités qui siègent, qui discutent avec les préfectures pour s'assurer que les différents éléments nécessaires à la préparation, à la réussite de cette campagne en train de se faire. Et au niveau centre de santé aussi, sous l'égide du chef de centre, il y a des activités de formation qui vont se passer, l'identification des vaccinateurs, des mobilisateurs sociaux, Dr Rose l'a évoqué tout à l'heure. Donc nous, on est au niveau central, mais il y a un suivi très rapproché, très étroit avec le terrain. Il a dit tout à l'heure, Dr Rubeng, on a 20 districts sanitaires, donc il faut s'assurer que les préparatifs se déroulent très bien. En termes de cibles, nous avons plus d'1 million, 300 000 enfants de moins de 5 ans qui sont justement concernés par cette vaccination. Et il y a plus de 5-6 000 équipes de vaccinateurs qui sont sur le terrain avec les mobilisateurs sociaux. Donc c'est toute une organisation bien huilée du niveau central vers le niveau périphérique. Et toutes ces personnes sont déployées sur le terrain pour aller rechercher les enfants partout où ils se trouvent. Dr Eben l'a dit tout à l'heure, la stratégie, c'est de porte à porte. C'est-à-dire les vaccinateurs vont passer de ménage en ménage. Ça va être dans les marchés. Quand on dit porte à porte, ce n'est pas seulement dans les ménages, ce n'est pas seulement à domicile, etc. Il y aura des équipes dans les marchés, dans les mines, comme vous l'avez mentionné, etc., dans les gares routières, etc. Partout on trouve les enfants. Si au moment de l'école aussi, dans les garderies, dans les écoles, nous travaillons étroitement avec la petite enfance, l'éducation, pour qu'on puisse rattraper les enfants partout où ces enfants se trouvent. Donc, on a dit tout à l'heure qu'on ne peut pas réussir nous seuls. Il faut qu'on ait l'accompagnement de tout le monde, parce que l'enfant, ce n'est pas seulement le secteur de la santé. La santé de l'enfant, ce n'est pas seulement le ministère de la Santé. Non. La santé de l'enfant, c'est d'abord la famille, les voisins, et le quartier, le secteur. C'est l'affaire de la préfecture, c'est l'affaire de la nation, etc. Mais il faudrait que toutes les parties prenantes concernées jouent leur rôle pour nous permettre de toucher tous les enfants et permettre justement de les immuniser. Docteur Rose, on saurait parler de la journée, de la campagne, de tout ce qui va avec, sans rappeler un peu pour les téléspectateurs qu'est-ce qui provoque cette maladie chez les enfants, surtout exclusivement chez les enfants. Est-ce que l'on peut savoir qu'est-ce qui provoque la poliomyélite chez les enfants? Est-ce qu'on peut le savoir? Merci beaucoup, madame. Comme on le disait tantôt, c'est une maladie qui est liée par la diminution de l'immunité dans le corps de l'enfant. Un enfant qui n'a pas reçu tous ses vaccins au moment voulu, cet enfant est susceptible de développer cette maladie. Donc c'est une maladie qui est causée effectivement par l'ingestion de microbes, de polio, l'hygiène de main, etc. Et c'est là où il est très très important, comme disait Dr Dabo, vraiment de travailler ensemble pour cette intersectorialité. En matière d'hygiène, par exemple, il y a 5 moments clés où on pourrait inviter les parents vraiment à observer les bonnes pratiques. C'est notamment le lavage de mains avant de préparer. Une mère doit s'assurer, avant de préparer la nourriture de son enfant, s'assurer qu'elle se lave les mains correctement avec les savons et l'eau propre. Deuxième moment clé, très important, avant de manger ou de faire manger son enfant, la maman doit laver correctement ses mains. Parce qu'effectivement, les microbes, ils vivent dans l'environnement, les microbes, il est lié à l'hygiène.
Troisième moment clé important, avant de manger, mais aussi d'allaiter son enfant, on a vu effectivement que c'est une maladie invalidante qui attaque les enfants de moins de 5 ans, dont les enfants qui sont encore allaités au sein. Donc c'est important que les mamans appliquent ces pratiques de main pour éviter vraiment la contamination de cette maladie, qu'elles-mêmes soient à la base de la contamination de cette maladie, de la transmission de cette maladie à leurs enfants. Quatrième moment clé, c'est lorsqu'on a fait les toilettes, effectivement, de s'assurer qu'on a lavé ses mains avec les savons, avec de l'eau propre, vraiment très important. Et lorsqu'on a changé les couches du bébé, lorsqu'on vient de laver le bébé, de s'assurer effectivement que je me suis lavé les mains pour éviter, si mon premier bébé est contaminé, de contaminer le deuxième bébé dans la maison. Donc ça, c'est un message très important aussi qu'il faut intégrer dans la lutte contre la polio. Le deuxième message qui est très important, Dr Labo l'a dit, et Romuald aussi l'a si bien dit, on est en train de parler d'une immunité collective, de la vaccination avec les campagnes, mais c'est important de s'assurer de cette continuité de la vaccination à tous les niveaux. Hein. Donc j'ai fait une campagne en 2 passages, mais je dois m'assurer qu'au-delà de ces campagnes, des programmes de campagne, je dois prendre mon carnet de vaccination et s'assurer que mon enfant ait ses doses de vaccination. Troisième message important, c'est de s'assurer effectivement que les équipes de surveillance qui passent, lorsqu'il y a un enfant, une paralysie, une suspicion d'une paralysie, la maman doit prendre son enfant, l'amener au centre de santé pour que l'acteur de soins surveille, classe les types de paralysie et s'assurer quelles sont les mesures adéquates qu'il faut appliquer à cet enfant pour que l'enfant ne développe pas de paralysie irréversible. Tôt on amène l'enfant au centre de santé, tôt on peut amener cet enfant à réduire les risques de paralysie et l'amener vraiment à un meilleur épanouissement et contribuer effectivement au développement du pays. Donc ce sont les messages très très importants qu'il faut qu'on intègre aussi dans notre programme de lutte contre la poliomyélite. Merci. Oui. Docteur Ebeng, dans votre communication, vous avez parlé d'une technique qui vous permet de définir les virus d'un pays à un autre. C'est la même manière le virus se transmet. Ok, merci. Vous savez, ce que nous appelons la surveillance, c'est que nous avons des équipes sur le terrain et nous-mêmes, nous faisons la surveillance. Un enfant qui présente, un enfant de moins de 15 ans, qui marchait et qui ne marche plus, ou qui sautait et qui n'arrive plus à sauter. Vous comprenez? Ou si c'est un enfant, si c'est un bébé qui gesticulait et qui n'arrive plus à gesticuler, vous voyez? Alors, nous on suspecte directement, ça peut être un cas de paralysie flasque aiguë. On ne parle pas encore de polio. De polio. Parce que le diagnostic de la poliomyélite est de laboratoire, quand on isole le virus. Nous allons donc, nos équipes vont prélever les selles de cet enfant. On va prélever 2 selles en l'intervalle de 24 heures, 24 à 48 heures, pour avoir la chance de retrouver le virus. On va mettre dans des glacières bien étiquetées et puis les protéger, les mettre dans une chaîne de froid pour que le virus qui est présent, qui ne meurt pas. On va l'acheminer maintenant au niveau central, au niveau du bureau du docteur Dabo. Le docteur Dabo a toute une équipe qui vérifie est-ce que c'est bien étiqueté, est-ce que c'est bien, ça a les conditions de requises de bonne qualité. Et puis nous allons les expédier à Dakar, par avion. Ça va à Dakar. À Dakar, nous avons un laboratoire sous-régional où les gens ils vont commencer à regarder les selles pour identifier le virus. Si c'est poliovirus du type 2, alors maintenant on va prélever ce virus, on va l'envoyer en Afrique du Sud, où on va faire le séquençage. C'est tout un processus. Vous comprenez très bien. Et nous suivons tout cela. On va faire ce qu'on appelle le séquençage de ce poliovirus-là. Parce que quand c'est déjà poliovirus 2, on sait déjà que là, il y a un problème. On va l'envoyer en Afrique du Sud, on va faire le séquençage. Séquençage, c'est pour voir les différents gènes de ce virus. Parce que un virus peut être polio, mais il est différent de notre virus, qui est le même polio, et différent de notre virus, etc. On va nous envoyer, maintenant on nous dit que c'est un poliovirus dérivé de type 2, etc. avec codon ceci, avec codon cela, codon cela. Celui qui était aussi, peut-être, on est en train de faire une autre, puisque les activités qui se mènent ici, en Guinée, je veux dire que nous ne sommes pas isolés du monde.
Ça se mène au Cameroun, ça se mène en RDC, ça se mène en Mauritanie, ça se mène, et les activités sont partout. Ils vont aussi le faire. Nous pourrons retrouver ce même virus et puis au niveau, on fait une synchronisation des différents types de virus. Au niveau Afro, on nous envoie les rapports. Et nous faisons des réunions avec Afro tous les jeudis. On va nous dire, voilà, nous pouvons savoir que ce type de virus-là qu'on a retrouvé, c'est le même type de virus qui était là-bas. Qui on a retrouvé, c'est le même type de virus qui était là-bas. On peut voir, on nous montre sur une carte de l'Afrique comment les virus sont en train de migrer. Et avec le bureau du docteur Dabo, en 2016, moi j'étais ici, j'ai travaillé ici, j'étais consultant international ici. Le virus qui sortait de Sigiri, on avait rendu compte qu'il sortait du Mali ou bien de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Côte d'Ivoire. On s'était rendu compte que ce virus qui était venu qu'on avait détecté à Sigiri venait de la Côte d'Ivoire. C'est pas ce système dont je suis en train de vous expliquer. Okay. Et là maintenant, nous avons mis les équipes. À l'époque, à Sigiri, il y avait au moins 10 consultants internationaux. À Sigiri, en 2016. J'y étais. Donc, c'est pour vous dire que à l'opinion nationale, ceux qui nous suivent, que nous ne croyons pas que la Guinée est le problème de la polio est spécifique à la Guinée. C'est un problème mondial. Voilà tout simplement le message que je voulais dire. C'est un problème mondial. Ce n'est pas un problème, voilà, nous en Guinée, nous sommes déjà finis, je ne suis pas pour cela. Je ne suis pas pour cela. Le docteur Dabo me connaît. Quand j'écris mes messages et mes rapports, que ce soit au niveau afro ou au niveau mondial, je fais toujours comprendre aux gens que nous sommes à tel problème, mais voilà la solution. Et nous croyons que nous allons réussir. On en parle tout à l'heure, les propositions de solutions envisagées pour éradiquer la maladie. On a compris un peu les modes de transmission de cette pandémie. Docteur, est-ce que l'on peut parler du traitement de la maladie avant de nous dire comment prévenir? Vous allez me dire que c'est par le biais de la vaccination. C'est ça. Il faut vacciner. C'est un virus. Il n'y a pas de traitement spécifique. Alors, lorsqu'on a contracté... D'abord, il y a des conséquences. Hein? Oui, quand on a contracté la maladie, est-ce que, docteur Rose, vous pouvez nous en dire un peu pour inviter les mamans peut-être avant à de venir faire avec respecter... je voudrais rajouter quelques mots sur ce que docteur Eben a dit, très bien dit. Okay. D'ailleurs, il a parlé tout à l'heure du virus qui se promène. Ça veut dire que les frontières sont les populations. Le virus ne peut pas se promener. Ce sont les personnes qui se promènent le long de nos frontières. C'est les mêmes peuples, selon les mêmes communautés, entre la Guinée, le Mali, le Burkina, etc. et la Côte d'Ivoire. Donc, ce sont les mêmes populations qui se promènent. Donc, cela est extrêmement important. Il a dit un élément extrêmement important. C'est une problématique qui va au-delà d'une république, qui va au-delà d'un pays. Donc, il est important qu'on ait cette synergie-là pour qu'on travaille au travers des différentes frontières, pour qu'on travaille tous ensemble, pour nous permettre justement de contrôler cette maladie-là. Je pense que c'est extrêmement important. Voilà ce que je voudrais rajouter à ce que le docteur Dabo, après le 6, est-ce que l'on envisage d'organiser d'autres campagnes ou bien oui, tant qu'on n'a pas terminé, justement, dire qu'on est free, on est libéré complètement de cette maladie, mais aussi dans les pays voisins, pas seulement en Guinée, tout autour de nous. Je pense qu'on va rester dans cette dynamique-là de surveillance renforcée. On a rappelé tout à l'heure les stratégies, mais d'abord c'est la vaccination de tous les jours, ce qu'on appelle la vaccination systématique ou de routine. Docteur Rose l'a si bien dit, il y a 4 contacts à la naissance, à 6 semaines, à 10 semaines, mais aussi à 14 semaines. L'enfant doit prendre... 11 mois, vous avez dit, hein? Non, il a parlé de la naissance. L'enfant doit prendre les 2 gouttes justement de polio à 10 semaines de naissance, à 6 semaines, à 10 semaines, à 10 semaines, 14 semaines. Avant la sortie de son premier anniversaire. De son premier anniversaire, l'enfant doit avoir ces 4 contacts justement. Et ça, les vaccins sont disponibles dans les formations sanitaires et les formations sanitaires sont ouvertes. On doit avoir ça. Mais malgré tout ça, on a constaté qu'il y a des cas, donc il faut renforcer justement le processus. Quand il y a négligence, et on a parlé bon, je dirais pas négligence, mais je dirais plutôt... C'est nous les mamans, de compréhension. On oublie le carnet, justement, et puis on s'attelle à autre chose. Voilà, donc je pense que ça c'est extrêmement important. Mais aussi on a parlé de la surveillance qu'il faut renforcer et aussi comme on n'a pas
la possibilité de rattraper tous les enfants dans la vaccination de tous les jours, ce qu'il faut faire, c'est d'organiser justement ces campagnes de vaccination. D'accord. Docteur, donc c'était pour nous parler un peu des conséquences ou le traitement. Ah oui, c'était les traitements. Je disais que c'est préventif. Lorsqu'on a contracté la maladie, on a déjà une paralysie. Faire un petit recul, comme disait Dabo. Actuellement, dans le domaine de la vaccination, au niveau mondial, on a développé une stratégie qu'on appelle la stratégie de vaccination 2020-2030. Donc cette stratégie a une vision principale, c'est de ne laisser personne pour compte. On doit vacciner chaque enfant, où qu'il soit, où qu'il se trouve. Entre les frontières, dans le village, dans chaque maison, dans chaque centre de santé, à tout contact, on doit vacciner un enfant. Non seulement ça, mais on étend aussi nos vaccinations au-delà de l'âge d'une année. Aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a d'autres maladies effectivement qui sont là. Il y a des vaccins contre les palus, il y a des vaccins contre Ebola. Vous avez vu les cas d'Inzéré-Corée. On est en train de vacciner. En 2015, on a eu Ebola, on a vacciné les adultes. Corona, on est en train de vacciner les adultes. Donc c'est pour dire que la vaccination, en fait, on doit démystifier ces questions de dire que le vaccin, c'est un poison. La vaccination guérit. C'est le meilleur moyen, à un coût faible, qui permet aux parents d'éviter l'invalidité de leurs enfants. Ça, c'est très important. Imaginez-vous, mon enfant devient invalide. Parce que je pense que le vaccin tue. Alors que l'enfant de mon voisin a eu son vaccin, mais cet enfant, il va à l'école. Et donc, quand mon enfant est déjà paralysé, qu'est-ce que je fais? On a des mesures d'accompagnement. Romuald va encore revenir davantage en termes de surveillance. Cet enfant, il a droit effectivement d'être accompagné. Il a droit à une affection complète de ses parents pour effectivement qu'il soit dans un environnement qui lui permet d'avoir un développement vraiment psychomoteur, un développement qui lui permet d'évoluer et de maintenir son état de santé, sa vie avec sa paralysie. Donc on lui conseille effectivement des kinésithérapies. Pour que cet enfant effectivement ne reste pas dans un état aussi délaissé comme on le voit dans certaines circonstances, mais c'est une paralysie qui s'installe, comme on l'a dit, irréversible, avec laquelle l'enfant est appelé à vivre toute sa vie. Très bien. On a beaucoup parlé, docteur Dabo, docteur Ebeng. On va faire une petite pause, le temps de suivre un élément. Y'a la polio qui m'attend, y'a la polio qui m'attend. Si tu ne me vaccines pas, si tu ne me vaccines pas, j'aimerais courir et danser, sentir le sol sous mes pieds, m'amuser comme les enfants de mon âge, chuter dans la balle vers les nuages et écrire une belle page de mon histoire. Yeah, yeah, yeah. Whoa, 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 whoa. Oh, mama, yeah, 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 yeah. Ne me laisse pas, oh, 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 oh. Maman, maman, ne me laisse pas, ne me laisse pas. Maman, maman, ne me laisse pas, ne me laisse pas. Bel et bien envie de voir ces enfants heureux. J'ai bel et bien envie de les voir sourire. Oh, 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 yeah. Wakisera angani bana yikele
kat nou, ambe kadjen, ka polio ni kele, nan beta, ambese. Notre pause, c'était juste suivre un morceau dédié à la poliomyélite. La question, docteur, on a suivi ensemble. C'est pour sensibiliser, entre autres, la famille, comme vous l'avez dit, les leaders, tout le monde, l'implication de tout le monde dans la lutte. La question, docteur Ebeng, vous qui êtes représentant de l'Organisation mondiale de la santé, quels sont aujourd'hui les défis auxquels vous vous attelez pour finir avec cette pandémie? Ok, merci. Le premier défi, c'est le défi de l'hésitance. C'est-à-dire que le défi du refus du vaccin, le défi des rumeurs contre la vaccination. Ce n'est pas seulement pour la vaccination contre la poliomyélite, mais c'est également pour la vaccination en général. Vous voyez que ce soit la vaccination contre la rougeole, que ce soit la vaccination contre le Covid, que ce soit la vaccination de la méningite, etc. Vous voyez, il y a dans le monde entier, il y a des anti-vaccins, des anti-vaccinations de personnes, que ça peut être même des médecins, ça peut être des personnes de la santé qui véhiculent des messages dans les réseaux sociaux contre la vaccination, etc., etc. Vraiment, c'est un grand problème pour nous. Oui, c'est un grand problème pour nous parce que ça bloque l'élan. Voilà, ça c'est de l'intoxication. Ouais, ça c'est de l'intoxication. Et puis, ça c'est l'un de nos problèmes. Et puis, nous avons d'autres problèmes qui sont des problèmes d'ordre de financement du vaccin, mais de la vaccination. Mais on fait des efforts. Les pays de la Guinée, ils n'ont jamais failli à payer leur contrepartie dans l'achat des vaccins. Vous savez que dans l'achat des vaccins, le pays il est propriétaire. S'il a des amis que sont l'UNICEF et l'OMS, on leur vient plutôt en aide. Mais cependant, en Guinée, nous n'avons pas eu de ce genre de problème. Il y a également les défis de la bonne gouvernance, de la gestion des fonds. Il y a beaucoup de défis. Mais après chaque évaluation, chaque activité, nous on fait des évaluations et puis on voit où est-ce qu'il y avait la faiblesse, avec la volonté du pays et des partenaires. On essaie d'arranger, de voir comment nous pouvons faire pour minimiser c'est-à-dire ces problèmes-là pendant les prochaines campagnes. On est pris par le temps, mais moi j'ai une petite question que je veux poser à Dr Ebeng. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un ou des pays quand même qui ont quand même parvenu qui ont su éradiquer définitivement la poliomyélite rapidement? Ok, très rapidement. Nous avions la poliomyélite sauvage, le poliovirus sauvage, qui est complètement éradiqué dans la zone africaine. Elle a été célébrée le 23 mars 2020 par le bureau régional Afrique. Donc, le sauvage, là, on n'en parle plus. Okay. Parce que le dernier cas de poliovirus sauvage a été détecté et notifié au Nigeria. Je veux parler de la sous-région Afrique, au Nigeria en 2016. Après 3 ans, on n'a détecté aucun poliovirus sauvage dans aucun pays de l'Afrique. On a donc célébré qu'on a interrompu la circulation du poliovirus sauvage dans la région africaine. Ça nous donne de l'espoir. Ça nous donne beaucoup d'espoir. Aujourd'hui, nous parlons plutôt du poliovirus dérivé de souches vaccinales. Okay. Et nous croyons également que nous allons l'éradiquer, nous allons arrêter la transmission dans la zone africaine. Pourquoi? Parce que... Pendant combien de temps? Pendant combien de temps? 2 ans, 3 ans, ou bien jusqu'en 2030? Nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous travaillons, vous voyez, et puis vous savez, pendant que le temps passe, hein, la réflexion et la science avancent. Vous voyez, nous utilisons le monovalent maintenant. Demain, ce sera... nous avions d'abord utilisé le OPV bivalent. Nous sommes en train d'utiliser le monovalent pour les campagnes. Nous sommes en train de préparer le NOPV. Nous avons le vaccin injectable poliovirus. Vous voyez, nous mettons toutes les cartes pour que, vous voyez,
la science Pour avance finir avec. oui, pour en finir avec. Donc nous avons beaucoup de foi que ça va s'arrêter dans un Espérons très bientôt. proche avenir. Très bientôt. Nous n'en parlerons plus. On a fini, docteur Dabo. Dernier mot, docteur Rose, rapidement. On est pris par le temps. Le dernier mot. C'est vrai, la polio est une maladie grave, contagieuse, etc. Mais il y a un moins sûr. On a dit le vaccin, il est sûr, il est efficace sur le poliovirus. Ça, c'est extrêmement important. Je voudrais dire aux parents que l'avenir de nos enfants se trouve dans nos mains. Ça, c'est le message que moi, je suis parent aussi. J'ai des enfants. Il y a des enfants à côté de moi. Si nous voulons avoir nos enfants grandir dans les meilleures conditions, s'épanouir, il faudrait que ces enfants soient en bonne santé. Donc, je voudrais vraiment demander aux parents d'accepter les équipes qui vont passer dans leur maison, administrer les 2 gouttes de vaccin justement aux enfants. Ces 2 gouttes peuvent protéger les enfants contre cette maladie. Docteur Rose, rapidement. Rapidement, Docteur Dabo a pris beaucoup plus après de temps. Docteur Dabo, mais peut-être juste renchérir avec le remerciement. Donc au nom de nos représentants de l'OMS et de l'UNICEF, dire merci pour tous les bailleurs qui nous suivent de loin ou de près. Donc sans ces partenaires, notamment le Rotary, l'USAID, les CDC, tous les bailleurs qui nous appuient financièrement, qui nous accompagnent techniquement, vraiment nous les disons merci. C'est nous qui vous remercions rapidement, docteur Ebeng. Moi, tout a été presque dit et tout a été dit. Je remercie la RTG. Je vous remercie sincèrement pour avoir sacrifié un samedi pour venir vraiment pour faire la sensibilisation pour cette campagne amener les mamans et les parents. Donc vraiment, je vous remercie et je pense que le Seigneur doit vous fortifier, c'est tout. Merci. Merci à nos chers invités. Je rappelle, nous étions avec Dr Moustapha Dabo, coordonnateur national du programme élargi de vaccination PEV, Dr Romuald Ebeng, consultant international OMS, et Dr Rose Nkiko, spécialiste immunisation UNICEF, qui étaient donc nos invités pour nous parler de cette campagne qui se déroulera du 3 au 6 juin 2021 sur l'étendue du territoire national. Merci à l'équipe qui m'a accompagnée. Au revoir.